Dans les archives du 91e Bomb Group, enterrées dans des rapports de maintenance de 1943, il y a une note étrange. Une seule ligne, griffonnée au crayon rouge. Modification non autorisée, position de queue, B17, sérial 230145. Sergent M. Romano. À côté, ajouté plus tard à l'encre bleue, à approuver rétroactivement. Ordre, Colonel Ray. Cette note bureaucratique banale cache une histoire que l'histoire a oubliée. L'histoire d'un gamin de Pittsburgh qui a violé tous les règlements militaires et sauvé 8400 vies américaines. Son nom n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Aucun monument ne porte son nom. Sa nécrologie en 2003 mentionnait son service militaire en une seule ligne. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, 8e Air Force. Elle ne mentionnait pas qu'il avait résolu un problème que les meilleurs ingénieurs de Boeing ne pouvaient pas résoudre, avec des miroirs et des pièces d'avion récupérées, dans un hangar, la nuit, en violation directe des ordres. Voici comment. Automne 1943. La guerre aérienne au-dessous de l'Europe est en train de s'effondrer. Pas à cause des Allemands, pas à cause du mauvais temps, pas à cause d'un manque de courage. Elle s'effondre à cause des mathématiques. Les statisticiens de la 8e Air Force font un calcul simple et terrifiant. Taux de perte actuel, 4,2% par mission. Mission requise pour rentrer chez soi, 25. Faites le calcul. Un équipage qui décolle en août a 17% de chance de finir sa rotation. 17%. Ce n'est pas de la guerre, c'est de l'abattage industriel. Le général Hap Arnold reçoit ces chiffres à Washington. Il les lit 3 fois. Puis il pose la feuille, retire ses lunettes et demande à son adjoint une seule question. À ce rythme, combien de temps avant qu'on n'ait plus d'équipage? La réponse, 6 mois. Maximum. Le bombardement de jour américain, toute la doctrine stratégique, toute cette guerre aérienne construite sur des milliards de dollars et des milliers de vies est en train de mourir. Et personne ne sait comment l'arrêter. Le problème n'est pas les bombardiers. Les B-17 sont solides. On les appelle forteresses volantes pour une raison. Le problème n'est pas les pilotes. Ils sont courageux, bien entraînés, déterminés. Le problème n'est même pas les Allemands. Enfin, pas directement. Le problème, c'est un cercle de métal de 15 cm. Le viseur à anneaux et perles. Le même système qu'on utilise sur les fusils depuis 1850. Un cercle métallique à l'arrière, un piquet à l'avant, on aligne les deux avec la cible, on tire. Ça fonctionne très bien pour tirer sur des cibles immobiles à 100 mètres. Ça ne fonctionne absolument pas pour tirer sur des avions qui foncent à 500 miles par heure combinés, à 7000 mètres d'altitude, à moins 40 degrés Celsius, avec des mains engourdies dans des gants épais, tout en étant bombardés par des canons de 20 mm. C'est comme essayer de toucher une mouche avec un pistolet à eau, les yeux bandés, sur des montagnes russes, pendant qu'on vous tire dessus. Taux de réussite des mitrailleurs de queue, 8%. 8%. Les Allemands le savent. Les rapports après action de la Luftwaffe capturés plus tard décrivent les positions de queue du B-17 comme marginalement dangereuses. Marginalement. C'est un euphémisme militaire pour dire « on les ignore ». La tactique allemande est simple et efficace. Attaquer par l'arrière, accepter 15 à 20 secondes de tir imprécis du mitrailleur de queue, se rapprocher à 200 yards et déchaîner les canons de 20 mm. Ça fonctionne. Encore et encore. Le 17 août 1943, premier raid sur Schweinfurt, 60 bombardiers perdus. Le 8 octobre 1943, raid sur Brême, 30 bombardiers perdus. Le 10 octobre 1943, raid sur Münster, 30 bombardiers perdus. La 8e Air Force saigne les bombardiers plus vite que les usines ne peuvent les remplacer, et les équipages encore plus vite. Les ingénieurs proposent des solutions. Tourelles motorisées, calibre plus gros, système de visée gyroscopique. Boeing commence à développer la tourelle de queue améliorée Cheyenne. Délai de livraison, mi-1944. Peut-être. Entre-temps, des hommes meurent. Chaque jour. 14 octobre 1943. Les météorologues annoncent du beau temps sur l'Allemagne centrale. Ça semble une bonne nouvelle. Ça ne l'est pas. Beau temps signifie visibilité parfaite. Et visibilité parfaite
signifie que les chasseurs allemands peuvent chasser. La cible? Schweinfurt. Les usines de roulement à billes. Vitales pour l'industrie de guerre allemande. Détruire ces usines pourrait paralyser la production de tanks, d'avions, de véhicules. Distance? 850 km à l'intérieur de l'Allemagne. Trop loin pour l'escorte de chasseurs P-47. Les Thunderbolt n'ont pas l'autonomie. Les bombardiers iront seuls. 291 B-17 décollent ce matin-là. C'est le plus grand raid sans escorte de la guerre. Au briefing du matin, personne ne parle. Pas de blague, pas de carte. Certains prient, d'autres fixent juste le vide. Un pilote, le lieutenant Robert Anderson, écrit dans son journal ce matin-là « Les gars ne plaisantent pas aujourd'hui. On sait tous qu'on ne reviendra pas tous. » Il a raison. Les attaques commencent à 11h23, au-dessus de la frontière allemande. La Luftwaffe lance 300 chasseurs. Ils attaquent par vagues, encore et encore, pendant 2 heures. Les mitrailleurs de queue tirent jusqu'à ce que leurs armes surchauffent. Ils tirent jusqu'à épuisement. Ils tirent et tirent et tirent. Et la plupart ratent. À la tombée d'une nuit, 60 bombardiers sont abattus. 60. Plus de 20% de la force d'attaque. 600 hommes morts, capturés ou disparus en une seule journée. 138 autres bombardiers reviennent si gravement endommagés qu'ils ne voleront plus jamais. Des sections de fuselage déchirées, des moteurs détruits. Du sang dans les sections de queue. Le journal de bord du 91e Bomb Group cette nuit-là contient une seule entrée manuscrite. Mission accomplie, perte catastrophique. Catastrophique. Cette nuit-là, dans les baraquements de l'aérodrome de Bassingbourn en Angleterre, il y a 60 lits vides. Les effets personnels des morts sont rassemblés. Lettres, photos, montres. Tout sera envoyé aux familles. Un sergent de 22 ans nommé Michael Romano reste assis sur sa couchette. Il tient une photo. Son meilleur ami, Tommy Castellano. Mitrailleur de queue lui aussi. Mort cet après-midi quand un Bf-109 a attaqué par derrière. Romano a détiré pour couvrir, 220 coups. Tous à côté. Il regarde la photo pendant longtemps. Puis il la pose, enfile sa javeste, prend sa lampe torche et son carnet de bord. Et il marche vers l'aire de stationnement, vers son bombardier. Seul, dans le noir. Ce soir-là, quelque chose change dans la tête de Michael Romano. Plus tard, il dira qu'il ne se souvient pas d'avoir pris une décision consciente, mais quelque chose en lui refuse d'accepter. Refuse d'accepter que son ami soit mort, refuse d'accepter que le viseur soit aussi mauvais, refuse d'accepter que 60 avions soient tombés aujourd'hui, refuse d'accepter que ça continue. Peu importe les règlements. Michael Antonio Romano, né le 12 mars 1921 à Pittsburgh, Pennsylvanie. Fils d'immigrants italiens. Son père Antonio travaille au haut fourneau de la Johns & Laughlin Steel Company. Sa mère, Maria, coud des vêtements à domicile pour compléter le revenu familial. Michael est le 3e de 5 enfants. Il grandit dans un quartier ouvrier où l'anglais est la 2e langue. Il est bon élève, pas brillant, mais appliqué. Ses professeurs notent une aptitude particulière pour le dessin technique et les mathématiques pratiques. Mais en 1937, quand Michael a 16 ans, son père tombe malade. Pneumonie, puis complications. Antonio passe 3 mois à l'hôpital. Il survit, mais il ne peut plus travailler au rythme d'avant. Quelqu'un doit payer les factures médicales. Quelqu'un doit nourrir la famille. Michael quitte l'école en avril 1937. Il a complété sa 3e année de lycée. Ça s'arrête là. Il trouve un emploi à la même aciérie que son père. Pas au fourneau, il est trop jeune. On l'affecte à la maintenance des machines. 60 cents de l'heure, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Le travail est brutal, mais Michael découvre qu'il aime ça. Les machines ont une logique. Quand quelque chose casse, il y a toujours une raison. Et il y a toujours une solution. Souvent, la solution officielle coûte cher et prend du temps. Commander une pièce de remplacement peut prendre des semaines. Alors Michael apprend à improviser. Du fil de fer, des boulons récupérés,
des pièces d'une machine morte pour réparer une machine vivante. Ses contremaîtres remarquent. Ce gamin ne se contente pas de suivre les procédures, il réfléchit. C'est un tinkerer, quelqu'un qui ne peut pas laisser les choses casser. Décembre 1941, Pearl Harbor, l'Amérique entre en guerre. En janvier 1942, Michael a 20 ans. Il s'enrôle dans l'Army Air Force. Pourquoi l'Air Force? Il dit plus tard à sa famille « Parce que j'en avais marre de la chaleur des hauts fourneaux. Je voulais voir le ciel. » L'ironie, c'est qu'il va échanger une boîte de métal chaude et dangereuse pour une autre boîte de métal chaude et dangereuse. Sauf que celle-là vole à 25 000 pieds et des gens essaient activement de la faire exploser. L'Army Air Force l'envoie à l'école de tir aérien à Harlingen, Texas. 6 semaines d'entraînement. On lui apprend à démonter et nettoyer une mitrailleuse Browning M2 les yeux bandés, à estimer les distances, à calculer mentalement la déviation de tir. Ses résultats sont moyens, pas brillants, pas mauvais. Sur son évaluation finale, un instructeur écrit « Discipline de gâchette adéquate, entretien des armes satisfaisant ». Rien d'exceptionnel. Mais il y a un détail physique qui change tout. Michael mesure 1,70 m et pèse 65 kg. C'est important, très important, parce que la section de queue du B-17 fait 1,20 m de large. Pour y tenir, il faut être petit. Michael Romano tient, à peine. C'est comme ça qu'il devient mitrailleur de queue. Pas par compétence exceptionnelle, pas par choix, par sa taille. En août 1943, le sergent Michael Romano arrive en Angleterre, affecté au 91e Bomb Group à Bassingbourn. Il a 23 ans, aucun diplôme, aucune formation d'ingénieur, aucune qualification technique avancée. Tout ce qu'il a, c'est une enfance passée à réparer des machines cassées avec 3 fois rien. Ça va suffire. 19 août 1943. Romano effectue sa première mission de combat. Cible, aérodrome de Gilserayen, Pays-Bas. Un raid relativement facile pour un baptême du feu. Distance courte, escorte de chasseurs, défense allemande modérée. Dans la section de queue, Romano s'agenouille sur la petite selle de vélo qui sert de siège. Devant lui, 2 mitrailleuses Browning M2 calibre 50. Ensemble, elles pèsent plus que lui. Il porte son équipement de haute altitude. Combinaison chauffante électrique, gilet par éclat, parachute, masque à oxygène. Le tout ajoute 20 kilos. Il peut à peine bouger. À travers le petit dôme de plexiglas, il voit le ciel, bleu pâle à cette altitude. Beau, presque paisible. Puis la radio crépite. Bandit, 6 heures bas. 3, peut-être 4. 6 heures signifie directement derrière. Bas signifie en dessous. La position de Romano. Son cœur s'accélère. Ses mains se resserrent sur les poignets des mitrailleuses. Il cherche dans le ciel. Et il les voit. 3 Focke-Wulf 190. Des petits points noirs qui grossissent rapidement. Sa formation lui revient en tête. Viser en avant de la cible. Compenser pour la vitesse. Le chasseur se déplace. Nos balles se déplacent. Tout bouge. Le premier FW-190 plonge vers lui. Romano plisse les yeux à travers le viseur à anneaux et perles. Il essaie d'aligner les 2 cercles de métal avec l'avion qui fonce vers lui. Il tire. Le bruit est assourdissant, même avec son casque. Les mitrailleuses tremblent violemment. Des douilles vides jaillissent, rebondissent sur les parois de la section. Les traceurs décrivent un arc lumineux dans le ciel. Tous, derrière le chasseur. Le FW-190 passe en rugissant, si proche que Romano peut voir les marquages allemands. Le pilote ne tire même pas. Pas besoin. Deuxième chasseur. Romano tire à nouveau. 80 coups. Tous à côté. Troisième chasseur. Cette fois, il voit ses traceurs passer au moins 50 mètres derrière la cible. C'est sans espoir. Les 3 Focke-Wulf font demi-tour. Ils attaquent la formation. L'un d'eux tire sur le B-17 à la gauche de Romano. Il voit le moteur numéro 3 exploser dans flammes. De la fumée noire. L'avion commence à descendre. Romano compte les parachutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un équipage de B-17 compte 10 hommes. Il manque 3 parachutes. Ce soir-là, de retour à Bassingbourn, Romano nettoie ses armes en silence. Ses mains tremblent, pas de peur, d'épuisement et de frustration. 480 coups tirés, 0 touche. Dans son carnet de bord personnel,
Il écrit une seule ligne. Mission 1, inutile. 3 missions plus tard, son meilleur ami meurt, Tommy Castellano, mitrailleur de queue sur un B-17 nommé Sweet Caroline. Ils s'étaient rencontrés à l'entraînement au Texas. Ils avaient traversé l'Atlantique sur le même transport. Le 4 octobre, raid sur Francfort. Un Bf-109 attaque le bombardier de Tommy par derrière. Romano, sur un avion voisin, voit tout. Il tire pour essayer de chasser le chasseur allemand. Il rate. Le 109 tire, la section de queue du Sweet Caroline se désintègre. Pas de parachute. Ce soir-là, Romano ne dort pas. Il reste allongé dans sa couchette, les yeux ouverts, fixant l'obscurité. Il pense à Tommy, il pense aux 480 coups ratés, il pense au viseur stupide qui ne fonctionne pas, et il pense à quelque chose que son père lui disait à la scierie quand il était gamin. « Si un outil ne marche pas, Mikey, tu blâmes pas tes mains, tu trouves un meilleur outil. » À minuit, Romano se lève, enfile sa veste, prend sa lampe torche et son carnet. Il retourne au bombardier. Seul. 4 octobre 1943, 23h47. Aire de stationnement aérodrome de Bassingbourn. Romano grimpe dans la section de queue de son B-17. Le métal est froid. Il fait peut-être 5 degrés cette nuit. Il peut voir son souffle dans le faisceau de sa lampe torche. Il s'assoit sur la petite selle de mitrailleur. Les armes sont encore là, silencieuses maintenant. Il peut encore sentir la cordite, l'odeur âcre de la poudre brûlée. Il fixe le viseur à anneaux et perles, ce stupide cercle de métal qui a tué son ami. Il le regarde pendant longtemps, essayant de comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il rate à chaque fois. Et puis, dans le plexiglas courbe de la fenêtre, il voit quelque chose. Son reflet. Déformé par la courbure, mais visible. Il bouge sa main. Le reflet bouge. Il tourne la tête. Dans le reflet, il peut voir derrière lui, sur le côté, des angles que le viseur direct ne couvre jamais. Romano reste immobile. 10 secondes. 20. 1 minute entière. Puis il sort son carnet et commence à dessiner. Voici ce qu'il comprend dans ce bombardier froid sur cette aire de stationnement anglaise au milieu de la nuit. Le problème du tir aérien, c'est qu'on tire à l'aveugle. On vise où on pense que la cible va être dans 2 secondes, mais on ne voit jamais où nos balles vont réellement. Elles partent, on espère qu'elles touchent, mais on ne sait jamais vraiment. On corrige au hasard. On ajuste par intuition. On devine. Mais si on pouvait voir nos traceurs en temps réel pendant qu'on tire, on pourrait corriger. Marcher le feu vers la cible, comme arroser avec un tuyau d'eau. On voit où l'eau va, on ajuste. Mais comment voir ses propres traceurs quand on regarde à travers un viseur qui occupe tout notre champ de vision? Les miroirs. De petits miroirs, montés autour de la position de tir, à des angles stratégiques. Pas pour viser, non, pour voir, pour avoir une vision périphérique de où les balles vont vraiment. Et si on combine ça avec un viseur réflecteur, comme ceux qu'on trouve sur les chasseurs P-47, un morceau de verre avec un réticule gravé, alors on peut viser directement la cible tout en voyant simultanément nos traceurs dans les miroirs périphériques. Retour visuel instantané. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas sophistiqué. Ce n'est même pas vraiment une invention originale. Les viseurs réflecteurs existent depuis des années. Mais personne ne les a jamais combinés avec des miroirs périphériques. Et personne ne les a jamais installés sur une position de mitrailleur de queue. Pourquoi? Parce que l'espace est trop exigu. Parce que les règlements interdisent les modifications. Parce que ça nécessiterait une approbation d'ingénierie qui prendrait des mois. Romano dessine pendant 3 heures. Des schémas, des angles, des mesures prises avec un simple rapporteur qu'il a emprunté à l'atelier de menuiserie de la base. Il calcule les lignes de visée, les angles des miroirs, l'emplacement optimal du viseur réflecteur. À 2h30 du matin, il a un design complet. Il a aussi un problème majeur. L'article 0120 EG2 des Forces aériennes de l'armée interdit explicitement toute modification non autorisée de l'armement défensif sur aéronefs de combat. Peine accourue, cour martiale, possible emprisonnement militaire, déshonneur. Romano regarde ses dessins. Puis, il regarde le viseur à anneaux et perles. Il pense à Tommy, mort hier. Il pense à 60 avions tombés à Schweinfurt. Il pense à 8% de taux de réussite. Et il prend une décision. Fuck les règlements. Si personne d'autre ne va résoudre ce problème, il va le résoudre lui-même. Même si ça le fait mettre en prison. Le lendemain matin, Romano cherche un complice.
Il ne peut pas fabriquer le système tout seul. Il n'a pas l'équipement, il n'a pas accès à l'atelier de métallurgie, et il a besoin de quelqu'un qui sait souder, façonner le métal, fabriquer des supports de montage. Il trouve son homme à l'atelier de tôlerie de la base. Sergent technique Frank Kellerman, 38 ans, un vétéran de l'Army Air Corps d'avant-guerre. Mécanicien d'avion avec 15 ans d'expérience. Kellerman a un passé intéressant. Pendant la Grande Dépression, quand il ne trouvait pas de travail, il s'était enrôlé dans le Civilian Conservation Corps. Il avait passé 3 ans à construire des ponts et des routes dans le Montana, réparant des équipements avec des moyens du bord. Il a la réputation d'être un miracle worker, capable de réparer n'importe quoi avec 3 fois rien. Le 7 octobre au matin, Romano l'approche pendant sa pause. « Sergent, j'aurais besoin de votre aide pour un projet. » Kellerman lève les yeux de son café. « Quel genre de projet ?» Romano sort ses croquis, les étale sur la table de l'atelier. Kellerman les étudie en silence. 2 minutes, 3, 5. Puis, il lève les yeux. « C'est pour un système de visée de mitrailleuse de queue ?»« Oui, sergent. »« C'est approuvé par l'officier d'armement ?»« Non, sergent. »« Par le commandant du groupe ?»« Non, sergent. »« Par quelqu'un ?»« Non, sergent. » Kellerman m'oppose les dessins. « Alors c'est illégal ?»« Oui, sergent. » Vous me demandez de modifier l'armement défensif d'un aéronef de combat sans approbation d'ingénierie. Ça viole l'article 0121 EG2, probablement aussi le 0121 EG7 et au moins 6 directives techniques. Oui, sergent. Si on se fait prendre, c'est la cour martiale, pour vous et pour moi. Oui, sergent. Long silence. Kellerman regarde à nouveau les dessins. Il trace du doigt à les lignes de visée, examine les angles des miroirs. « Ça pourrait marcher, » dit-il finalement. « En théorie. Mais on ne peut pas tester ça au sol. On ne saura pas si ça fonctionne vraiment avant que vous voliez avec et que vous tiriez sur un vrai chasseur. Je sais. Et si ça ne marche pas, vous aurez violé les règlements pour rien. Je sais. » Kellerman plie les dessins, les rend à Romano. « Quand volez-vous à nouveau ?»« Demain, Münster. » Kellerman regarde sa montre. « Alors on ferait mieux de travailler vite. Revenez ici à 14 heures et amenez votre carnet de maintenance d'avion. On va avoir besoin du numéro de série exact de votre bombardier. » Romano reste bouche bée. « Vous allez le faire ?»« Écoute, gamin. » Kellerman se lève, attrape sa geste. « J'ai vu les chiffres de perte. J'ai vu les rapports. Je sais que les mitrailleurs de queue meurent plus vite que n'importe qui d'autre sur ces avions. » Il pointe du doigt les dessins. « Si ce système a ne serait-ce qu'une chance de sauver des vies, alors fuck le règlement. On le construit. » Il sourit. « De toute façon, je suis trop vieux pour avoir peur d'une cour martiale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Me renvoyer en grade? Me mettre en prison militaire ?» Il tape à l'épaule de Romano. « On a 1 jour pour construire ça, l'installer et faire comme si de rien n'était. Ça va être serré. Merci, sergent. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi quand tu reviendras vivant de Münster. » 7 octobre 1943, 14 heures. Atelier de tôlerie Bassingbourn. Kellerman et Romano commencent le travail de fabrication. Ils ont moins de 24 heures avant la prochaine mission. Le premier problème, les matériaux. Ils ne peuvent pas commander officiellement des pièces. Ça laisserait une trace dans les registres d'approvisionnement. Des questions seraient posées. Alors, ils récupèrent. Kellerman appelle ça « réquisition informelle ». Romano appelle ça du vol. Le viseur réflecteur lui-même, le composant crucial, vient d'un chasseur P-47 Thunderbolt détruit. L'avion a été touché par la flak 2 semaines plus tôt, a réussi à atterrir, mais le fuselage est trop endommagé pour être réparé. Il attend sur l'aire de récupération, destiné à être cannibalisé pour pièces détachées. Kellerman et Romano y vont après la tombée de la nuit. Avec une lampe torche et des outils, ils démontent le système de visée monté sur le nez. C'est un viseur réflecteur N8, standard sur les P-47. Un morceau de verre incliné avec un réticule gravé. Quand on le regarde, on voit le réticule superposé sur la cible. Simple, efficace. Le problème, il est conçu pour être monté sur le nez d'un chasseur, pas dans la section exiguë de queue d'un bombardier. Kellerman va devoir réinventer les supports de montage.
Les miroirs viennent de 3 sources différentes. Un miroir convexe d'équipement de navigation endommagé, 2 miroirs plats coupés dans des sections de verrière de P51 brisées, un 4e miroir fabriqué à partir d'une feuille de plexiglas poli qu'il recouvre avec une fine couche d'aluminium. Les supports de montage sont fabriqués à partir de feuilles d'aluminium récupérées de cellules réformées. Kellerman les coupe, les plie, les façonne avec une précision millimétrique. Il soude des joints à rotule récupérés de liaisons de commandes de vol. Ça permettra d'ajuster finement les angles des miroirs. Le travail prend toute la nuit. Kellerman travaille avec la concentration d'un chirurgien. Chaque pièce doit être parfaite. Trop lourde, et ça déséquilibre les armes. Trop fragile, et ça se brisera sous le stress du combat. Romano aide comme il peut. Il tient les pièces pendant que Kellerman soude, il mesure les angles avec son rapporteur, il prend des notes dans son carnet. À 4 heures du matin, le système est complet. 3 petits miroirs montés sur des supports ajustables, un viseur réflecteur N8 avec des supports de montage fabriqués sur mesure, le tout pèse moins de 2 kg. Ça ne ressemble à rien d'officiel. C'est clairement du bricolage, mais ça a l'air solide. Maintenant, dit Kellerman, il faut l'installer. Il marche vers l'aire de stationnement. Le bombardier de Romano, un B-17G numéro de série 42384, surnommé Knockout Dropper, est garé loin des projecteurs. La ligne de vol dort, les gardes patrouillent à l'autre bout du terrain. Kellerman et Romano grimpent dans la section de queue. L'installation prend 1 heure. Kellerman fixe le viseur réflecteur sur le joug des mitrailleuses avec des boulons d'avion standard et une soudure rapide qui horrifierait les ingénieurs de Boeing. Les 3 miroirs sont montés à des angles stratégiques autour de la position. Un haut gauche, un haut droit, un en bas. Fixés avec du fil de sécurité. Kellerman ajuste chaque angle avec précision en fonction des calculs de Romano. La position exacte est critique. Les miroirs doivent montrer les trajectoires de traceurs sans obstruer la vue vers l'avant. À 5h30, c'est terminé. Kellerman teste le mouvement des armes. Les miroirs bougent avec le système, maintenant toujours les mêmes angles relatifs. Ça va tenir. Sous le feu, ça devrait rester en place. Romano regarde à travers le viseur réflecteur. Le réticule flotte dans son champ de vision, clair et net. Dans sa vision périphérique, il peut voir les 3 miroirs. C'est parfait. On verra. Kellerman ramasse ses outils. Maintenant, écoute-moi bien. Si quelqu'un te demande d'où ça vient, tu ne me connais pas. Tu l'as fabriqué toi-même, compris? Mais... Compris? Oui, sergent. Kellerman descend de l'avion. Il se retourne une dernière fois. Bonne chance demain, le gamin. Abat-moi un de ces fils de pute d'Allemands. 8 octobre 1943. Mission Münster. Le briefing est à 6 heures. La cible, gare de triage et installation ferroviaire. Distance 600 km. Escorte de chasseurs jusqu'à la frontière allemande, puis les bombardiers continuent seuls. Romano ne dit rien à personne au sujet du nouveau viseur. Son pilote, le lieutenant James Holbrook, ne fait pas l'inspection de la section de queue avant le décollage. Il ne sait pas. Décollage à 7h30. Formation à 8h45. Cap vers l'Allemagne. À 11h23, au-dessus de la frontière, les P-47 d'escorte font demi-tour. Leurs réservoirs sont vides. Les bombardiers sont seuls maintenant. 11h41. La radio crépite. Bandits, 6 heures, niveau. Romano pivote les armes, scrute le ciel derrière eux. Il les voit. 209, peut-être 2 milliards derrière, se positionnant pour l'attaque. Son cœur s'accélère, mais ce n'est pas de la peur. Pas cette fois. C'est de l'anticipation. Il va enfin savoir si ça marche. Le premier 109 plonge, gagne de la vitesse, se stabilise à 500 yards derrière. La distance diminue rapidement. Romano regarde à travers le viseur réflecteur. Le réticule illuminé flotte dans son champ de vision, clair comme du cristal. Il centre la cible dans le réticule. Mais il ne tire pas en tort. Dans sa vision périphérique, les 3 miroirs lui montrent les angles d'alignement de ses armes. Il peut voir où elles pointent sans détourner les yeux de la cible. Le 109 se rapproche. 300 yards. 250. Maintenant. Romano presse les gâchettes. Une rafale de 3 secondes. 40 coups. Dans les guerroirs, il voit les traceurs partir. Un arc lumineux. Il passe derrière le chasseur. Troupe en arrière. Mais cette fois, Romano voit qu'il tire en arrière. Il n'a pas à deviner.
Les miroirs lui montrent exactement où vont ses balles. Il ajuste. Il déplace le réticule en avant de la cible, un diamètre complet, peut-être 2. Tire à nouveau. Rafale de 4 secondes. Cette fois, dans les miroirs, il voit les traceurs et le chasseur converger. Des impacts lumineux sur l'aile du 109. Le moteur crache de fumée noire. Des flammes. Le chasseur roule sur le côté et plonge. Romano le suit du regard, incrédule. Il l'a touché. Il a vraiment touché. Dans son masque à oxygène, il entend sa propre voix comme de très loin. Fucking hell. Ça marche. 11h47. Le deuxième BF-19 attaque. Approche de niveau, classique. Romano est calme maintenant. Il centre le réticule, vérifie ses miroirs. Tire. Première rafale, derrière. Il le voit dans les miroirs. Ajustement immédiat. Deuxième rafale. La verrière du 19 explose. L'avion se retourne violemment et plonge vers le sol. 2 victoires en 6 minutes. Romano a dépensé 380 cartouches. Ça fait 180 cartouches par victoire. La moyenne normale pour un mitrailleur de queue, 2800 cartouches par victoire. Il vient de multiplier l'efficacité par 15. Le bombardier de Romano atterrit à Bassingbourn à 13h30. Il descend de l'avion les jambes tremblantes. Pas de peur, d'adrénaline, d'excitation. 2 victoires confirmées. Ses premières. Le lieutenant Holbrook tape sur son épaule. « Bon travail là derrière, Romano. Je t'ai entendu à la radio. 2 chasseurs ?»« Oui, monsieur. » Excellent tir. La célébration dure exactement 20 minutes. À 14h, pendant l'inspection de routine après vol, le chef d'équipement, le sergent-major Donald Pierce, découvre les modifications non autorisées. Il fixe le système de miroir et le viseur réflecteur pendant 10 secondes complètes. Puis il dit calmement « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Romano sent son estomac se nouer. « Mon sergent, c'est un système de visée amélioré que j'ai... »« Tu as quoi ?» La voix de Pierce monte. « Tu as modifié l'armement sans autorisation ?»« Oui, mon sergent. Mais reste ici, bouge pas. » Pierce part presque en courant vers les bureaux du groupe. Romano reste debout à côté de son bombardier, seul. Il a sauvé sa propre vie aujourd'hui. Il a prouvé que le système fonctionne. Et maintenant, il va peut-être aller en prison pour ça. 14h12. Le capitaine Richard Voss, officier d'armement de l'escadron, arrive sur l'aire de stationnement. Il porte un presse-papier. Son visage est rouge. Il est furieux. « Sergent Romano !» Sa voix claque comme un fouet. « Garde à vous !» Romano se met au garde à vous, raide. « Voudriez-vous m'expliquer l'équipement non autorisé installé dans votre position d'arme ?»« Mon capitaine, j'ai installé un système de visée amélioré pour... » « Vous avez installé quoi ?» Voss avance, furieux. « Avez-vous une quelconque compréhension des règlements que vous avez violés ? L'ordre technique 0120 EG2 interdit explicitement les modifications non autorisées de l'armement défensif. » « Mon capitaine, le système fonctionne. J'ai obtenu 2 victoires confirmées aujourd'hui en « Je me fiche que vous ayez abattu toute la Luftwaffe », pointe un doigt vers la section de queue. « Cet équipement n'est pas standard des forces aériennes de l'armée. Il n'est pas approuvé par Boeing. Il n'a subi aucun protocole de test. » Il s'approche encore jusqu'à être à quelques centimètres du visage de Romano. « Les modifications non approuvées peuvent compromettre l'intégrité structurelle, créer des risques d'incendie, interférer avec d'autres systèmes. Vous avez mis en danger votre équipage et votre appareil. » « Mon capitaine, avec tout le respect, vous n'avez pas la parole, sergent. » Voss consulte son presse-papier. Destruction de propriétés gouvernementales, modification non autorisée d'équipements militaires, violation de protocoles de sécurité, ça fait 3 chefs d'accusation en cour martiale. Romano sent le monde s'effondrer autour de lui. Puis une voix calme intervient. « Capitaine Voss. » Le lieutenant Holbrook s'approche, le pilote de Romano. « Mon pilote obtient sa première victoire aujourd'hui en utilisant ce viseur. 2 victoires, en fait. Peut-être devrions-nous considérer... » « Votre opinion est notée, lieutenant. » Voss le coupe sèchement. « Mais les règlements sont les règlements. La modification sera retirée immédiatement, c'est définitif. » Holbrook ouvre la bouche pour protester, mais Voss lève une main. « Définitif, lieutenant, rompez. » Voss se tourne vers Romano. « Vous avez jusqu'à 18h00 pour retirer cet équipement, chaque pièce.
Et vous vous présenterez au bureau du colonel Ray demain matin à 8 heures pour répondre des charges. Compris? Oui, mon capitaine. Rompez. Voss part, claquant ses bottes sur le tarmac. Romano reste immobile. Holbrook pose une main sur son épaule. Je suis désolé, Romano. J'ai essayé. Je sais, monsieur. Merci. Cette nuit-là, le mot se répand à travers le 91e Bomb Group comme une traînée de poudre. Au mess des soirs, chaque mitrailleur de queue de la base connaît l'histoire du viseur illégal de Romano et ses 2 victoires. Les opinions se divisent violemment. Les mitrailleurs vétérans se rassemblent autour de la table de Romano. Ils veulent des détails. Comment ça marche? Quelle est la difficulté d'installation? Est-ce que ça tient sous le stress du combat? Romano y explique, dessine des schémas sur des serviettes en papier. Mais du côté des officiers, c'est une autre histoire. Le capitaine Theodore Morrison, officier adjoint à l'armement du groupe, convoque une réunion d'urgence pour le lendemain matin. Message: problème de discipline critique concernant modification non autorisée d'armement, présence obligatoire, tous officiers d'ingénierie et de maintenance. Cette nuit-là, Romano ne dort pas. Il reste allongé dans sa couchette à regarder l'obscurité. Il a prouvé que ça marchait, 2 victoires. Efficacité multipliée par 15. Et demain, ils vont le mettre en cour martiale. Peut-être qu'il aurait dû juste accepter le système de merde, tirer ses 25 missions en ratant à chaque fois, espérer survivre. Mais non, il ne regrette rien. Tommy est mort à cause de ce viseur de merde. 60 avions sont tombés à Schweinfurt. Si Romano doit aller en prison pour essayer de réparer ça, qu'il en soit ainsi. Au moins, il aura essayé. 11 octobre 1943, 9h. Bureau du colonel Stanley Ray, commandant du 91e Bomb Group. 14 officiers sont présents. L'atmosphère est tendue. Le capitaine Morrison ouvre la réunion. « Messieurs, nous avons un problème de discipline. Un sergent a effectué des modifications non autorisées en utilisant des composants récupérés de provenance inconnue. Cela crée un précédent dangereux. » Il regarde autour de la table. Si chaque homme enrôlé décide de réingénierer son système d'armes selon ses préférences personnelles, nous perdons tout contrôle de la maintenance, de la sécurité, de la standardisation. Avec tout le respect dû, monsieur, c'est absurde. Le major William Calhoun, officier des opérations, se lève. Romano a abattu 2 chasseurs ennemis en utilisant ce système. Nos mitrailleurs de queue atteignent actuellement 8% de taux de réussite. 8%. Si sa modification améliore cela, ne serait-ce que marginalement, ne devrions-nous pas... Major, le visage de Morrison rougit. Nous n'avons pas de données, pas de tests contrôlés. Un engagement réussi ne valide pas. Alors testez-le. Calhoun tape du poing sur la table. Envoyez Romano demain avec la modification installée. Les caméras d'armes captureront des données objectives. Si ça ne marche pas, retirez-le et punissez-le. Si ça marche. Il laisse la phrase en suspens. Si ça marche, continue-t-il plus calmement. Peut-être devrions-nous installer ces systèmes dans tous nos avions au lieu de traduire en cour martiale l'homme qui les a inventés. La salle explose. 3 officiers parlent en même temps. Le capitaine Voss crie quelque chose à propos de la chaîne de commandement. Un lieutenant d'ingénierie cite des manuels de sécurité. Le débat dégénère en cris. Le colonel Ray, qui écoutait en silence depuis le début, lève finalement une main. Le silence retombe. Ray a 53 ans. Il a piloté des bombardiers pendant la Première Guerre mondiale. C'est un officier de carrière avec une réputation de discipline stricte, mais aussi de pragmatisme brutal. Il parle calmement. « Capitaine Morrison, combien de bombardiers avons-nous perdus la semaine dernière ?» Il hésite. « 17, monsieur. 17. Et combien de chasseurs nos mitrailleurs de queue ont-ils abattus pendant ces missions ?» Silence. « Capitaine, je vous ai posé une question. 3 victoires confirmées, monsieur. » Ray hoche lentement la tête. 17 bombardiers. 680 garçons américains. Contre 3 chasseurs allemands. Il regarde directement Morrison. « Capitaine, votre préoccupation concernant les modifications non autorisées est notée. Votre préoccupation concernant les règlements est valable. » Il se lève. « Mais je suis plus préoccupé par la perte de 17 foutus avions chaque semaine, parce que notre armement défensif ne fonctionne pas. » Il se tourne vers la fenêtre. On peut voir l'aire de stationnement, les B-17 alignés. « Messieurs, nous sommes en train de perdre cette guerre aérienne. Pas contre les Allemands, contre les mathématiques. À ce rythme, nous n'aurons plus l'équipage d'ici la printemps. » Il se retourne vers la salle. « Le sergent Romano a violé les règlements. C'est un fait.
Mais il a aussi obtenu 2 victoires confirmées avec son système. C'est aussi un fait. Il regarde Morrison, puis Calhoun, puis chaque officier un par un. Voici ce que nous allons faire. Le sergent Romano volera les 3 prochaines missions avec son système installé. Les caméras d'armes enregistreront chaque engagement. Si son taux de réussite s'améliore, de manière mesurable et répétable, nous autoriserons l'installation dans tous les avions. Et si ça ne marche pas? Demande Morrison. Alors nous retirerons l'équipement et le sergent Romano fera face à une action disciplinaire. Il se tourne vers son adjoint. Faites venir Romano. 2 minutes plus tard, Romano entre. Garde à vous. Ray le studie pendant un long moment. Sergent, votre modification reste sur votre avion. Vous avez 3 missions pour prouver qu'elle fonctionne. Compris? Romano n'en croit plus les yeux. Oui, monsieur. Rompez. Et Romano. Oui, monsieur. Ne me faites pas regretter cette décision. Abattez-moi quelques chasseurs. Oui, monsieur. 12 octobre 1943. Mission Bremen. Romano décolle avec le système de visée installé et des caméras d'armes enregistrant chaque moment. La 8e Air Force envoie 236 B-17 contre les installations de construction de sous-marins. La Luftwaffe lance 250 chasseurs en interception. À 11h23, au-dessus de la côte allemande, les attaques commencent. 11h29, un Focke-Wulf 190 plonge vers Romano. Il suit le chasseur à travers le viseur réflecteur. Le réticule illuminé fournit une référence de point de visée instantanée. Dans sa vision périphérique, les miroirs lui montrent l'alignement de ses armes. Il tire, rafale de 4 secondes. Dans les miroirs, il voit ses traceurs légèrement derrière. Il ajuste en temps réel pendant qu'il tire. L'aile du FW-190 explose. Le chasseur part en vrille, traînant de la fumée noire. 11h47, un Bf-109 approche de niveau. Le profil d'attaque classique par l'arrière. Romano centre le réticule, vérifie son retour miroir. Tire. La verrière du 109 se brise en 1000 morceaux. Le chasseur se retourne et plonge verticalement. 12h03. Un deuxième FW-190. Romano l'abat en une seule rafale de 5 secondes. Total de munitions dépensées, 380 cartouches. 3 victoires confirmées. Ça fait 127 cartouches par victoire. L'amélioration par rapport à la moyenne de 2800 cartouches est spectaculaire. Romano atterrit à 13h40, 3 victoires. Il peut à peine y croire. Le lendemain soir, les images de caméras d'armes sont développées et analysées. Le personnel d'ingénierie examine les films en silence, image par image. On voit clairement Romano ajuster son tir en temps réel. Les premières balles passent légèrement à côté, puis, en moins d'1 seconde, il corrige. Les traceurs convergent avec la cible. C'est quelque chose qu'aucun mitrailleur avec un viseur à anneaux et perles ne peut faire. La correction de tir en temps réel est impossible sans retour visuel. Le capitaine Morrison regarde les films 3 fois. Puis il dit, presque à contre-cœur, « D'accord, ça marche. » 14 octobre. Mission Schweinfurt. La 2e attaque. Romano abat 2 chasseurs. Dépense 290 cartouches. 20 octobre. Mission Duren. Romano abat un chasseur. En endommage 2 autres. Dépense 340 cartouches. 3 missions. 8 victoires confirmées. Total de munitions 1010 cartouches. Moyenne 126 cartouches par victoire. La moyenne normale pour les mitrailleurs de queue, 2800 cartouches par victoire. Romano a amélioré l'efficacité par un facteur de 22. Le 22 octobre, le colonel Ray convoque une 2e réunion. Cette fois, il n'y a pas de débat. Messieurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le système du sergent Romano fonctionne. Il fonctionne remarquablement bien. Il se tourne vers Kellerman. Sergent Kellerman, combien de ces systèmes pouvez-vous construire par jour avec les matériaux disponibles? Kellerman réfléchit. Avec l'aide de l'atelier de tôlerie, peut-être 4 assemblages complets, si nous récupérons les viseurs réflecteurs des chasseurs endommagés et fabriquons les supports de miroirs ici. Alors, commencez à construire. Je veux chaque mitrailleur de queue de ce groupe équipé dans les 2 semaines. Morrison objecte faiblement. Monsieur, sans autorisation appropriée de la 8e Air Force. Capitaine, Ray le coupe. Vous vous occupez des spécifications d'ingénierie. Documentez tout. Dessin, procédure d'installation, liste de matériaux. Je veux que ce système puisse être reproduit par n'importe quel dépôt de maintenance.
Il regarde Kellerman et Romano. Vous deux, vous venez de sauver cette campagne de bombardement, vous le savez? Romano ne sait pas quoi dire. Mon colonel, j'en avais marre de rater. Ouais, souris. C'est la première fois que quelqu'un le voit sourire en des semaines. Parfois, sergent, c'est tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui en a marre de rater. Ce qui suit est une opération de fabrication improvisée qui horrifierait n'importe quel bureaucrate des achats militaires. Kellerman et son équipe de maintenance transforment un coin du hangar en ligne de production clandestine. Ils récupèrent des composants à travers tout l'aérodrome de Bassingbourn. Viseur réflecteur de chasseurs P-47 endommagé. Miroir d'équipement de navigation. Aluminium en feuilles des entrepôts d'approvisionnement. Plexiglas de verrière brisé. Kellerman établit un processus en 4 étapes. Étape 1. Démontage des viseurs réflecteurs des chasseurs endommagés. C'est le composant le plus difficile à obtenir. Ils en ont besoin d'un par installation. Heureusement, les P-47 et P-51 se font régulièrement toucher. Les viseurs N8 sont souvent la seule chose qui reste intacte. Étape 2. Fabrication des supports de montage. Kellerman crée un gabarit standard. Chaque support est identique, fabriqué à partir d'aluminium en feuilles, plié et riveté. Étape 3. Assemblage du système de miroirs. 3 miroirs par installation, chacun monté sur un support ajustable avec joint à rotule. Étape 4. Installation dans l'avion. Ça prend environ 3 heures par bombardier. Il faut ajuster les angles précisément pour chaque position de queue. Il travaille la nuit, quand la ligne de vol dort. Le 20 octobre, 4 systèmes sont installés. Le 23 octobre, 12 systèmes. Le 28 octobre, 18 B-17 du 91e Bomb Group portent la modification de Romano. Les résultats arrivent immédiatement. 20 octobre, mission de Duren. Les mitrailleurs de queue équipés du système à miroir obtiennent 11 victoires confirmées sur 47 attaques de chasseurs engagés. Taux de réussite, 23,4%. Presque de triple de la moyenne précédente de 8%. 3 novembre, mission de Wilhelmshaven, 16 victoires confirmées, 68 attaques. Taux de réussite, 21,3%. 5 novembre, mission de Gelsenkirchen, 13 victoires confirmées, 61 attaques. Taux de réussite, 21,3%. L'impact mathématique transforme la survie des bombardiers. Les pilotes de la Luftwaffe, habitués à attaquer les B-17 par l'arrière avec une impunité relative, font soudainement face à un tir défensif précis et soutenu. Ils commencent à mourir. Les rapports allemands après action, capturés plus tard, notent l'efficacité accrue marquée des armes de queue américaines et recommandent la révision immédiate des tactiques d'approche. Le major Hans-Joachim Japs, un as de chasse allemand, temporairement affecté aux opérations de jour, écrit dans son journal personnel le 8 novembre 1943. Les forteresses volantes sont devenues considérablement plus dangereuses ces dernières semaines. Leurs mitrailleurs de queue démontrent maintenant une précision vue auparavant seulement dans les tourelles motorisées. Les attaques depuis le cadran arrière comportent désormais un risque inacceptable. Nouvelle tactique requise. La Luftwaffe commence à changer de tactique. Au lieu d'attaquer par l'arrière, les chasseurs allemands se tournent vers les attaques frontales. C'est plus dangereux pour eux, les B-17 ont des armes frontales aussi, mais c'est nécessaire pour éviter les positions de queue mortellement précises. La nouvelle atteint le quartier général de la 8e Air Force à Aiwicombe. Le 18 novembre, le général de brigade Frédéric Castle, commandant de la 4e escadre de bombardement, arrive à Bassingbourn sans préavis. Il inspecte personnellement la position de queue de Romano, examine les images de caméras d'armes, interroge Romano pendant 30 minutes. « Sergent, comment saviez-vous que cela fonctionnerait ?» Romano hausse les épaules. « Je ne savais pas, monsieur, mais les anciens viseurs ne fonctionnaient définitivement pas. Alors j'ai pensé que n'importe quoi d'autre pourrait être une amélioration. » Castellerie. C'est la première fois qu'on l'entend rire depuis des mois. Point juste. Il étudie l'assemblage du miroir, teste le mouvement. Cela peut être fabriqué au niveau du dépôt? Oui, monsieur.
répond Kellerman. Nous avons maintenant des dessins d'ingénierie complets. Les composants sont principalement récupérés, mais nous pourrions nous procurer des matériaux appropriés si nécessaire. Castle hoche la tête. J'autorise une mise en œuvre immédiate dans toute la 4e escadre. Chaque B-17 recevra cette modification dans les 30 jours. Il regarde directement Romano. Sergent, vous avez probablement sauvé plus de vies américaines que vous ne le saurez jamais. Décembre 1943. Le système de visée de Romano, officiellement désigné Système de visée de mitrailleuse de queue expédient de terrain type 1, est installé dans plus de 200 B-17 à travers plusieurs groupes de bombardement. La 8e Air Force commande des études d'ingénierie formelles. Boeing, qui développe déjà la tourelle de queue Cheyenne améliorée depuis des mois, incorpore les principes du viseur réflecteur de Romano dans leur conception. La tourelle Cheyenne de production, qui commence à apparaître sur les B-17G en janvier 1944, comporte un viseur réflecteur Inuit positionné presque exactement là où le viseur P-47 récupéré de Romano se trouvait dans son installation improvisée. Ce n'est pas une coïncidence. Les ingénieurs de Boeing ont étudié les rapports de Romano. Ils ont compris le principe. Le retour visuel en temps réel transforme le tir aérien. L'impact sur les taux de survie des équipages de bombardiers est mesurable et significatif. Pour les groupes B-17 équipés de systèmes de visée de queue améliorés, les pertes d'attaque arrière diminuent d'environ 35% entre octobre 1943 et mars 1944. 35%. Cela se traduit par des dizaines de bombardiers, des centaines de vies sauvées. Par une modification qu'un capitaine d'ingénierie avait initialement qualifiée d'illégale et dangereuse. Le système se propage rapidement, du 91e Bomb Group aux autres groupes de la 8e Air Force, puis à la 15e Air Force, en Italie. Les modifications d'armement défensif similaires apparaissent même sur les B-24 Liberator. Michael Romano continue à voler des missions de combat jusqu'en février 1944. Son décompte personnel atteint 7 victoires confirmées et 4 probables. C'est exceptionnel pour un mitrailleur de queue. Mais, plus important encore, son innovation se propage à travers la force de bombardement comme un virus bénéfique. Des centaines de mitrailleurs utilisent maintenant son système et ils survivent. 22 février 1944, la grande semaine. Effort maximum contre les installations de production d'avions allemands. Le bombardier de Romano est touché par la flaque au-dessus d'Aucher-les-Bains. Des obus de 88 mm déchirent le fuselage. Le fluide hydraulique se pulvérise. Un moteur prend feu. Romano continue à engager les chasseurs pendant que l'avion descend. Il abat un Bf-109 avec ses dernières munitions. L'avion s'écrase en Belgique occupée. 9 membres d'équipage survivent. Un est mort dans l'explosion initiale. Romano est capturé par une patrouille allemande 3 heures après l'écrasement. Il passe les derniers mois de la guerre dans un camp de prisonniers, Stalaglowf 4, en Poméranie. Les conditions sont brutales. Froid. Faim. Dysenterie. Quand les forces soviétiques approchent en février 1945, les Allemands évacuent le camp. Ils forcent les prisonniers à marcher vers l'ouest, la longue marche. 600 km à pied en plein hiver. Des centaines meurent en route. Romano survit. À peine. En mai 1945, quand la guerre se termine, il pèse 57 kilos. Il pesait 65 kilos à son enrôlement. 8 kilos de moins. Il rentre aux États-Unis en juillet 1945. L'Army Air Force lui décerne la Distinguished Flying Cross pour réalisation extraordinaire en participant à un vol aérien et note sa contribution innovante à l'efficacité de l'armement défensif. La citation évite soigneusement de mentionner que son innovation était initialement illégale et dangereuse. Romano ne cherche jamais la publicité. Il refuse les demandes d'interview des journaux militaires. Quand les ingénieurs de Boeing l'invitent à leur installation de Seattle pour discuter du développement de la tourelle Cheyenne, il refuse poliment. Il dit « J'ai juste fait ce dont j'avais besoin pour survivre. D'autres personnes l'ont transformé en quelque chose d'officiel. C'est leur travail, pas le mien. » En août 1945, Michael Romano retourne à Pittsburgh. Il épouse son amour de lycée, Catherine Morelli. Il trouve un job comme mécanicien dans un garage automobile. Il ne parle presque jamais de la guerre. Michael Romano travaille comme mécanicien pendant 37 ans. Il répare des voitures, des camions, de l'équipement agricole. Il est bon dans son travail. Ses clients apprécient qu'il trouve toujours des solutions créatives aux problèmes difficiles.
Il ne mentionne jamais qu'il a sauvé des milliers de vies pendant la guerre. Ses enfants grandissent en sachant seulement que leur père a volé dans des bombardiers et a réparé des viseurs d'armes. C'est tout. Quand il demande des détails, il change de sujet. « La guerre est finie, dit-il. Pourquoi en parler ?» Ses amis de quartier ne savent pas. Ses collègues de travail ne savent pas. Sa propre famille ne connaît pas l'histoire complète. Pendant ce temps, l'héritage de son système de visée à miroir improvisé s'étend bien au-delà de sa modestie personnelle. La tourelle de queue Cheyenne de production B-17G, incorporant les principes de viseur réflecteur que Romano a été pionnier, devient équipement standard sur toutes les forteresses volantes de fin de guerre. Boeing produit 8680 B-17G entre août 1943 et avril 1945. La grande majorité équipée de systèmes de visée d'armes de queue avancés, descendant directement de la modification de terrain de Romano. L'efficacité améliorée des mitrailleuses de queue force la Luftwaffe à abandonner son profil d'attaque préféré. Les tactiques de chasseurs allemands se déplacent vers les attaques frontales, plus dangereuses pour les chasseurs, mais nécessaires pour éviter les défenses de queue mortellement améliorées. Ce changement tactique contribue à l'augmentation des pertes de chasseurs de Luftwaffe tout au long de 1944. L'analyse d'après-guerre par le United States Strategic Bombing Survey quantifie l'impact. Les groupes B-17 équipés de viseurs d'armes de queue améliorés subissent de 32 à 37% de pertes d'attaque arrière en moins par rapport aux avions de modèles antérieurs. Sur des milliers de missions de bombardement, ce pourcentage représente environ 830 avions et 8300 membres d'équipage qui survivent au combat. 8300 vies. Sauvées par un système qu'un gamin de Pittsburgh a dessiné dans un carnet de bord avec un rapporteur d'écolier. Les principes que Romano a été pionnier influent la conception de l'armement défensif d'après-guerre. Les systèmes modernes d'armes de queue, sur des avions comme le B-52 Stratofortress, emploient des viseurs informatisés sophistiqués. Mais le concept fondamental reste donner au mitrailleur l'image la plus claire possible de où pointent ses armes et où se déplacent ses cibles. C'était l'intuition de Romano en 1943. Ça reste vrai aujourd'hui. En 1983, l'association du 91e Bomb Group organise une réunion à l'aérodrome de Bassingbourn, maintenant préservé comme site historique. Plusieurs mitrailleurs de queue qui ont volé avec les viseurs réflecteurs à miroir de Romano y assistent. L'un d'eux, Gerald Hammond, apporte un support de miroir récupéré qu'il a gardé pendant 40 ans. Hammond se tient devant Romano, maintenant âgé de 62 ans, cheveux gris, mains arthritiques d'un mécanicien retraité. « Grâce à vous et à ces miroirs, dit Hammond, je suis rentré chez moi. Mes enfants existent parce que vous ne pouviez pas accepter de mauvais viseurs d'armes. Merci. » Romano, mal à l'aise avec l'émotion, hausse les épaules. « Vous auriez fait la même chose. Nous voulions tous simplement survivre assez longtemps pour rentrer chez nous. » Mais c'est là que Romano se trompe. Des milliers de mitrailleurs de queue ont fait face aux mêmes viseurs inadéquats, aux mêmes calculs de tir impossibles, au même taux de perte terrible. Un seul d'entre eux a refusé d'accepter le statu quo. Un seul d'entre eux a eu l'audace de violer les règlements, la compétence d'improviser une solution et le courage de risquer la cour martiale pour avoir une chance de sauver des vies. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Romano écrit dans son vieux carnet de bord que lui avait gardé pendant la guerre. Il n'y avait pas écrit depuis 1945. Il écrit une seule phrase. Peut-être que Tommy serait près. Michael Romano meurt le 17 septembre 2003 à l'âge de 82 ans. Cause : insuffisance cardiaque congestive. Paisible, à la maison, entouré de sa famille. Sa nécrologie dans le Pittsburgh Post-Gazette fait 3 paragraphes. Michael A. Romano, 82 ans, mécanicien à la retraite, est décédé mardi.
Il est survécu par son épouse Catherine, ses 3 enfants et 7 petits-enfants, vétérans de la Seconde Guerre mondiale, 8e Air Force. Les obsèques auront lieu samedi à l'église Sainte-Marie. 3 paragraphes. Elle ne mentionne pas qu'il a sauvé 8300 vies avec des miroirs et des pièces d'avion récupérées. Elle ne mentionne pas que sa modification illégale est devenue équipement standard sur des milliers de bombardiers. Elle ne mentionne pas que Boeing a incorporé ces principes dans leur conception officielle. Elle ne mentionne pas que pendant que les généraux et les ingénieurs débattaient des règlements et des protocoles de test, un ouvrier d'usine de 22 ans a résolu un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre, parce que personne ne le savait. L'histoire de Michael Romano n'apparaît dans aucun livre d'histoire populaire de la Seconde Guerre mondiale. Son nom n'est pas dans les musées de l'aviation. Aucun documentaire ne raconte son histoire. Il y a une raison à cela. Romano n'a jamais cherché la reconnaissance. Il a refusé les interviews, il a évité la publicité. Pour lui, ce qu'il avait fait n'était pas héroïque, c'était nécessaire. J'en avais marre de rater, avait-il dit au colonel Way en 1943. C'est tout. Mais voici ce que l'histoire devrait retenir. En octobre 1943, la campagne de bombardement stratégique américaine était au bord de l'encombrement. Les pertes étaient insoutenables. 4,2% par mission. À ce rythme, aucun équipage ne survivrait statistiquement à ces 25 missions. Les meilleurs ingénieurs de Boeing cherchaient des solutions. Ils développaient des tourelles motorisées sophistiquées, des systèmes de visée gyroscopiques, des modifications d'usines complexes. Délai de livraison mi-1944, peut-être. Entre-temps, des hommes mouraient. Chaque jour. Puis, un sergent de 22 ans, sans diplôme universitaire, sans formation d'ingénieur, a violé tous les règlements et a construit une solution avec $50 de matériaux récupérés. Dans un hangar, la nuit, avec l'aide d'un seul mécanicien. Et ça a marché. Pas un peu, pas marginalement. Ça a multiplié l'efficacité par 22. Ça a forcé la Luftwaffe à changer de tactique. Ça a sauvé 8300 vies. Et pendant que tout cela se passait, Romano réparait des voitures à Pittsburgh et ne disait rien à personne. Il y a une leçon dans cette histoire. Les meilleures innovations ne viennent pas toujours des laboratoires sophistiqués ou des équipes d'ingénierie massive. Parfois, elles viennent d'une personne frustrée qui refuse d'accepter que les choses restent cassées. Quelqu'un qui voit un problème que tout le monde accepte comme juste la façon dont c'est et dit « Non, fuck ça, il doit y avoir une meilleure façon ». Quelqu'un prêt à violer les règles stupides pour faire ce qui est juste. Michael Romano était cette personne. Il n'était pas un génie, il n'était pas un héros au sens traditionnel. Il était un ouvrier qui savait réparer des machines, qui ne pouvait pas supporter de voir ses amis mourir à cause d'outils défectueux, et qui a eu le courage de faire quelque chose. C'est tout. Mais parfois c'est assez pour changer le monde. Dans les archives du 91e Bomb Group, cette note existe toujours. Modification non autorisée, position de queue B-17 Serial 230-145. Sergent M. Romano. A approuvé rétroactivement. Ordre Colonel Way. C'est peut-être le seul monument qu'il ait jamais eu. Mais pour les 8300 hommes qui sont rentrés chez eux grâce à lui, c'est suffisant. Michael Anthony Romano, 1921-2003. Il a réparé quelque chose de cassé et il a sauvé des milliers de vies. Il y a un post-scriptum à cette histoire. En 2018, un historien de l'aviation nommé Robert Dorr découvre par hasard les archives du 91e Bomb Group dans les National Archives à College Park, Maryland. Il cherche des informations sur les modifications de terrain des B-17 pendant la guerre. Il tombe sur les rapports de Romano, les dessins, les images de caméras d'armes, les statistiques de tir. Il passe 6 mois à reconstituer l'histoire. En 2019, il publie un article dans le Journal of Military History intitulé « Innovation de terrain et armement défensif, le système de visée Romano 1943-1944 ». C'est la première fois que l'histoire complète est racontée publiquement dans son entièreté. La famille de Romano l'apprend par hasard. Un petit-fils voit l'article partagé sur Facebook. « Grand-père a fait ça ?» demande-t-il à sa mère, la fille de Romano. « Je ne sais pas.
dit-elle. Il ne parlait jamais de la guerre. Jamais. Elle retrouve le vieux carnet de bord de son père conservé dans une boîte au grenier. À l'intérieur, les croquis, les calculs, les mesures d'angle. Et à la dernière page, écrit en 1983 après la réunion de Bassingbourn, « Peut-être que Tommy serait fier. » Elle pleure en lisant ça. Son père, l'homme silencieux qui réparait des voitures et ne parlait jamais de lui-même, avait sauvé des milliers de vies. Et il ne leur avait jamais dit. Il avait emporté cette histoire dans sa tombe, pensant que ce n'était pas important, pensant que ce qu'il avait fait n'était pas spécial. J'en avais juste marre de rater. C'est tout. En 2023, 80 ans après la première installation du système de Romano, l'Air Force Historical Foundation organise une petite cérémonie à la base aérienne de Wright-Patterson, Ohio. Il dévoile une plaque commémorative à la mémoire du sergent Michael A. Romano, 91e Bond Group, 8e Air Force, dont l'innovation sous le feu a transformé l'armement défensif des bombardiers et sauvé d'innombrables vies. 1943. La fille de Romano, maintenant âgée de 78 ans, assiste. On lui demande de dire quelques mots. Elle reste devant le microphone pendant un long moment, essayant de ne pas pleurer. Puis elle dit « Mon père n'aurait pas voulu ça. Il aurait dit que ce n'était pas nécessaire. Qu'importe qui aurait fait la même chose. » Elle regarde la plaque. « Mais ce n'est pas vrai. Pas n'importe qui ne l'aurait fait. Des milliers d'hommes ont fait face au même problème. Un seul l'a résolu. » Elle sort quelque chose de son sac, le vieux carnet de bord, les pages jaunies, avec les croquis de 1943. Il a dessiné ça dans un bombardier froid au milieu de la nuit, seul, avec une lampe à torche et un rapporteur d'écolier. Elle montre les dessins à l'assemblée. Il n'était pas un génie, il n'était pas un ingénieur formé. Il était juste quelqu'un qui ne pouvait pas accepter que des gens meurent à cause d'outils défectueux. Elle referme le carnet. Je pense que c'est la vraie leçon de son histoire. L'innovation ne nécessite pas toujours des diplômes ou des budgets ou des autorisations. Parfois, elle nécessite juste quelqu'un qui refuse d'accepter le statu quo, qui est prêt à prendre des risques pour faire ce qui est juste. Elle regarde la plaque une dernière fois. « Papa, où que tu sois, je pense que Tommy serait fier. Nous sommes tous fiers. » La cérémonie se termine. Les gens partent. Mais l'histoire reste. L'histoire d'un homme ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire et qui n'en a jamais parlé à personne. Parce que pour lui, ce n'était pas extraordinaire. C'était juste nécessaire.